présentation. Et comme je te le disais, oui, j'ai changé de sujet, oui et non, en réalité. Ce que je vais dire est déterminé par l'intitulé du sujet, mais ce n'est pas le sujet. Je ne sais pas d'ailleurs quel sera le nouvel intitulé, si vous en trouvez un, je suis preneur. En tout cas, si j'ai changé, c'est parce qu'il y a quelques jours, dans mon jardin, j'ai vu un pinson du Nord. Et c'est la première fois que je voyais de mes yeux un pinson du Nord qui ne devrait pas s'y trouver. Et ça m'a fait réfléchir, je ne vous dis pas par quelle voie, pour m'interroger sur le droit que je fais depuis quelques années, précisément sur les questions de sécurité alimentaire, de souveraineté alimentaire et de démocratie alimentaire. Et je me suis dit, mais finalement, il y a beaucoup de choses dans ce que je fais, dans ce que j'ai fait, qui devraient s'écrire à l'imparfait. Je pourrais dire, pour commencer, que la biosphère fournissait les ressources, l'anthroposphère prenait en charge les besoins, et la technosphère offrait les moyens. Et quand on regarde d'un peu près les choses, quand on pense aux ressources, ce n'est peut-être plus tellement à la biosphère qu'on pense. Non pas qu'on les ait complètement épuisées, mais on les a tellement dématérialisées que ce n'est plus là qu'on les trouve. L'anthroposphère ne prend pas en charge les besoins parce que dans certains pays, il va très au-delà des besoins fondamentaux, et dans d'autres, il reste très au-delà. Est-ce que la technosphère offre toujours les moyens? Je ne sais pas, ça je n'ai pas la compétence pour y répondre. Mais ce que je sais, c'est que le droit que j'ai appris et que j'ai pratiqué, c'est un droit qui est fondé sur la biosphère comme ressource et sur l'anthroposphère comme prenant en charge nos besoins, les besoins des personnes. Alors, en ne sachant plus si je travaille à l'imparfait ou au présent, et quand il s'agit de penser le futur, évidemment, on a un peu un sentiment de vertige, et j'ai passé mon droit, si je peux dire, au crible de quelques questions. Ces questions, je les réunis sous le nom de compétition. Compétition d'abord entre le droit des valeurs et le droit des impératifs. Jadis, on savait faire un droit des valeurs. Et quand c'était nécessaire, on savait faire un droit des impératifs. Dans la situation dans laquelle nous sommes vis-à-vis de la nature, mais dans la situation dans laquelle nous sommes face aussi au numérique, je dirais que nous devons désormais penser tout à la fois un droit des valeurs et des impératifs. Et je crois que nous ne savons pas faire. Derrière le droit des valeurs et le droit des impératifs, il y a en tout cas à notre racine, à la racine de notre discipline, le rapport jamais bien élucidé entre le droit et le fait. Nous ne savons pas dire, et de moins en moins dire, si notre droit est destiné à gouverner les faits, ou si les faits sont destinés à nous indiquer la direction de notre droit. La deuxième compétition, à laquelle nous ne sommes pas préparés, ou plus préparés, c'est la compétition entre les lois.
il y a les lois juridiques, si je puis dire, je ne sais pas trop comment dire ça. Il y a les lois de la nature, dont tu as parlé, en pointant déjà la difficulté qu'elle nous pose. Il y a les lois de la science, il y a les lois de l'économie, il y a les lois de la morale ou de la religion. Et je ne ferai injure à personne en disant qu'il suffit d'ouvrir un journal pour se rendre compte qu'on ne sait plus de quelle loi on parle. Compétition entre, là c'est plus peut-être difficile ou subtil, entre personnes physiques et personnes morales. Je voudrais en profiter pour remercier Madame pour son exposé sur les multinationales. Compétition entre personnes physiques et personnes morales, pourquoi? Pour quelque chose qui est un peu iconoclaste à dire. C'est que les personnes morales ont les mêmes droits que les personnes physiques, y compris les droits fondamentaux, droit au respect de la vie privée, des choses de ce genre, liberté d'installation, tout un tas de choses, droit de propriété, enfin. Mais elles ont un droit que nous n'avons pas, un droit que nous nous interdisons d'avoir, au fondement même de ce que nous nommons l'humanité et la personne, c'est le droit à l'anthropophagie. Elles ont le droit de se manger entre elles. Et à l'occasion de capter le patrimoine de la société qu'elles mangent, nous n'avons pas ce droit-là. Et c'est heureux que nous ne l'ayons pas, et c'est malheureux qu'elle l'ait. Vous savez, ça m'arrive de dire à mes étudiants, je ne le dis jamais dans les colloques parce que ça déclenche toujours des révolutions. On est prêt, on est prêt. Si on voulait changer le monde vraiment, avec 2 lignes de droit, pas plus, 15 mots, 20 mots, pas plus. Premièrement, nul ne peut approprier un élément quelconque de la nature. 2. Les personnes morales ne peuvent être constituées qu'avec des personnes physiques. Vous n'imaginez pas, quand on tire le fil, comment on change d'univers. Pas seulement juridique. Et ces 2 choses-là, quand on regarde ça sans trop se prendre au sérieux, c'est rien de plus que du bon sens. Nous faisons le contraire. Et ça donne des personnes contre des monstres. Quand je dis contre des monstres, ou contre des loups, ou des hyènes, je ne sais plus trop, je pense là, pour que vous compreniez comment je travaille, à l'agriculture, à l'alimentation, plus largement à ce qu'on appelle le secteur agroalimentaire. Compétition entre les principes et les droits fondamentaux. Ce que nous sommes est considéré par des droits fondamentaux. Ce que nous faisons est considéré par des principes. Pour une entreprise, on dira le principe de libre installation, le principe de libre circulation des marchandises, le principe de ceci, le principe de cela, et pour nous, ce sont des droits fondamentaux. Et on se rend compte que si le droit s'est construit ainsi, aujourd'hui, nombre de principes s'opposent à la mise en œuvre des droits.
Par exemple, dans la jurisprudence de la Banque mondiale, la jurisprudence du CIRDI, la jurisprudence arbitrale, l'affaire de la société Suez, Aguas Argentinas contre l'Argentine pour la fourniture d'eau potable. L'Argentine, au fond d'un trou économique, ne peut plus permettre à sa population pauvre d'accéder à l'eau potable que fournit Suez. Qu'est-ce que fait l'Argentine? Elle rompt le contrat. Suez fait un procès à l'Argentine devant l'organe d'arbitrage de la Banque mondiale sur les investissements internationaux. Et le problème est posé très clairement. D'un côté, le droit à l'eau, et l'Argentine dit il faut quand même que je fasse en sorte que les plus pauvres du pays ne meurent pas, et de l'autre, le principe de la profitabilité des investissements, l'un fondé sur la sécurité humaine, le droit à l'eau, et l'autre fondé sur la sécurité juridique, le droit au respect du traité des investissements. C'est la sécurité juridique qui l'a empêché. Compétition, enfin, entre les principes eux-mêmes. Il suffit là encore d'entendre dans l'actualité la manière de penser le principe de libre circulation des marchandises ou de penser le principe de précaution pour se rendre compte que ce sont deux principes qui, pris isolément, ont une valeur immense, je le dis pour les deux, et qui, ensemble, nous paralysent. Ce n'est pas le principe de précaution qui nous paralyse, contrairement à ce groupe, c'est la guerre des principes. Parce qu'il y a un enjeu derrière cette guerre des principes. Compétition, et mon pinceau du Nord m'a amené aussi par des voies inavouables à l'idée des croisements. Je crois, peut-être je me trompe, mais que la technosphère s'est construite du local vers le global. Alors que le droit s'impose du global au local. La technosphère, le réchauffement climatique, ce n'est pas comme une bombe nucléaire qui tomberait sur la planète entière. C'est des milliards d'activités individuelles localisées qui, additionnées les unes aux autres, font d'étape en étape, de marche en marche, une catastrophe. La technosphère, ce sont de multiples activités, comportements individuels ou locaux, avec des effets globaux. Le droit, c'est le contraire. Le droit, avec en particulier la hiérarchie des sources, ça vient d'en haut, ça ruisselle comme la pluie jusqu'aux territoires locaux les plus petits. Et si une commune ne peut pas décider d'approvisionner sa cantine scolaire avec des produits locaux, c'est parce que le droit de l'OMC, relayé par le droit européen, relayé par le droit national, relayé par le droit des collectivités territoriales, le lui interdit. Par ailleurs, quand on pense le droit à l'échelle internationale, on le parle à long terme et on le fait à court terme. Dans la COP 21, on parle le siècle prochain et on fait semblant de faire quelque chose pour demain matin. À l'échelle locale, on fait des choses pour le jour même ou pour le lendemain matin, mais qui sont pensées pour avoir des effets sur le long terme. Si je mange bio, si je m'inscris dans une AMAP, si je fais des choses comme ça,
c'est parce que je pense à la planète aussi. De telle sorte qu'à un moment donné, l'espace doit croiser le temps. La technosphère de bas en haut, le droit de haut en bas, avec des espaces et des temps qui sont en déphasage. Et notre droit, plus ce déphasage est marqué, plus notre droit est, sinon paralysé, du moins déboussolé. Parce qu'il ne sait plus s'il doit regarder vers le haut, vers le bas, le court terme, le long terme, le moyen terme. Et on fait la différence de plus en plus entre la manière dont on parle le droit et la manière dont on le fait. Pour finir, mon pinceau du Nord m'a conduit à réfléchir à des rephasages. Alors, je serai bref, et c'est en forme de conclusion, parce qu'il s'agirait de dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est dans la situation dans laquelle on est. Moi, je crois que d'abord, il n'y a pas de solution pour le futur sans connaître bien ou suffisamment le passé. C'est pas mon voisin qui va me contredire. Et il se trouve que, ayant travaillé sur un texte qui s'appelle la Charte de la Havane, qui a été signé le 24 mars 1948, à quelques jours près, c'était les 70 ans. Par un accident de l'histoire, la Charte de la Havane n'a pas été mise en œuvre. Un accident de l'histoire. Pas du tout une volonté, un accident de l'histoire. Et à la place, on a eu le GATT et l'Organisation mondiale du commerce. Dans la Charte de la Havane, le commerce des produits issus des ressources naturelles, agriculture, forêt, pêche, minéraux, était soumis à 4 objectifs. Développement économique de tous les pays, plein emploi, sécurité alimentaire, préservation des ressources naturelles pour les générations futures. 1948. Voilà à quoi on a échappé grâce au GATT et grâce à l'Organisation mondiale du commerce. Et nous sommes maintenant à nous demander pourquoi nous en sommes là. Alors, sans pouvoir dire à quiconque, donner de leçons à quiconque, dire à quiconque ce qu'on peut faire face à ça, à partir de la question de la sécurité alimentaire, de la souveraineté alimentaire, de la question de l'agriculture et de l'alimentation, il me semble, en tout cas c'est la voie que moi je prends dans les projets de recherche que je maintiens encore un peu, rien sans la démocratie alimentaire. Et la démocratie alimentaire est un puissant vecteur de modification du monde. Parce qu'on vote avec son assiette, à condition d'avoir l'information, à condition de permettre ce qui pour l'instant est interdit, aux mangeurs d'être aussi citoyens. C'est une revendication. Deuxième chose, l'exception agricole. Les produits de l'agriculture et de l'alimentation ne sont pas des marchandises ordinaires, ne doivent pas être traités comme des marchandises ordinaires. Ce n'est pas un constat, c'est une revendication. Les deux choses existaient en 1948. Et la troisième chose, c'est que la loi de la vie, la mienne, la vôtre, celle du coquelicot, celle du loup, ça n'est pas une loi d'ajustement d'une offre et d'une demande. C'est une loi d'ajustement des ressources et des besoins. J'ai des ressources, des revenus, j'ai des besoins, j'essaie d'ajuster. Une entreprise ajuste ses ressources financières, ses ressources humaines. Nous devons collectivement ajuster les ressources naturelles et les besoins sociaux, les besoins fondamentaux de la population. Ça n'exclut pas le commerce, ça n'exclut pas le libre-échange, ça n'exclut pas la libre circulation, ça n'exclut pas le fait de la demande pour déterminer des prix, mais ça soumet tout cela à une loi plus importante qui est la loi de la vie. Pour tous les êtres vivants, ce que nous faisons pour vivre, c'est d'ajuster des ressources
et des besoins. Et nous n'avons pas le droit pour ça. Merci.